Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ali au micro, le podcast qui retrace le parcours de ceux qui ont transformé leur passion, leur projet et leur travail en réussite. On se trouve aujourd'hui avec Bojan Massa, originaire de Nessobois, basketteur professionnel. Comment ça va, Bojan? Ça va et toi, Ali? Fier d'être là, content de l'invitation et On est très heureux j'espère que de. on va pouvoir partager, échanger. On est très heureux de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais qu'en ce moment, tu as un emploi du temps qui est très serré. Je veux d'abord te féliciter pour ta signature à l'Asvel. Je pense que c'est quelque chose dans la ville, on en parle pas assez, parce que sûrement, il y a les gens, ils se rendent pas compte le parcours que tu as accompli jusque-là. L'Asvel, c'est, je pense, peut-être le plus grand club de basket en France. Donc, en tout cas, félicitations. Merci, merci. En tout cas, moi, je te remercie à nouveau pour l'invitation et de pouvoir me donner la parole Mhm. aujourd'hui. Parce que je sais que le basket ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus populaire. Mhm. Mais petit à petit, je sens qu'il commence à avoir un léger engouement et c'est vrai que là, je viens de m'engager avec Lyon-Villeurbanne, Mhm. dit Asvel, et je suis grave heureux, quoi. Non, c'est top, c'est normal, c'est normal. Du coup, comment ça se passe en ce moment? Là, je sais que tu es en. C'est la pré-saison, voilà, vous allez bientôt reprendre avec ton club. Donc, comment ça se passe l'été pour un basketteur? Je sais que les basketteurs, ils ont voilà, des pauses un peu plus longues, comparé par exemple au foot. On entend beaucoup en ce moment, voilà, les clubs de foot, etc., qui se plaignent qu'il y ait trop de matchs, voilà, calendrier surchargé, etc. Comment ça se passe du coup pour un basketteur professionnel la pré-saison? Bah écoute, déjà, je pense que ça dépend du basketteur professionnel et de son niveau, Mhm, parce que moi, pour ma part, j'ai été en vacances, il me semble, le dernier match, donc le 30 mai, mhm, parce qu'on faisait pas les playoffs. Donc, il faut savoir que dans le championnat, du 1er au 8, en fonction, tu fais les playoffs. mhm, Donc, ça peut, si tu vas en finale, les playoffs, ils peuvent durer jusqu'au 24 juin. mhm. Donc, il y a certains joueurs qui jouent jusqu'au 24 juin. Moi, j'ai la malchance de pas être en playoff. Mhm, Mais du coup, mes vacances, ils ont commencé plus tôt. mhm, Et aussi, tu peux les organiser de manière différente parce que j'attendais par rapport à l'échéance de l'Euro qui va commencer bientôt. mhm, Il y a eu une sélection, je crois qu'ils se sont réunis le 24 juillet mhm, ou peut-être un peu avant, ils se sont réunis un peu avant, mhm, et j'attendais cette échéance-là. Donc du coup, c'est pas pareil. Si tu fais l'Euro, tu fais pas l'Euro, tu mhm. tiens pas prêt de la même Ouais. manière. Donc moi, après, pour le coup, je suis parti en vacances. Mhm, Je suis revenu de mes vacances. En vacances, je faisais un peu de musculation. Je suis revenu mhm. de mes vacances, j'ai repris le basket. Et voilà, j'essaie de m'organiser un peu comme ça, en allant voir peut-être des kinés, mon kiné perso, mon Mhm. préparateur physique perso, Ok. travailler avec eux de manière plus profonde que durant la saison, parce Mhm. que c'est un peu plus compliqué durant la saison. Ok. Ouais, forcément. Là, tu regardes la photo là, avec le maillot de l'équipe de France. Quand tu regardes cette photo, est-ce que tu réalises le parcours que tu as accompli en sachant que voilà, toi, tu as commencé le basket relativement tard. À quel âge tu as commencé d'ailleurs? J'ai commencé l'année de mes... J'étais en première, En donc je première. crois que c'était peut-être 16-17. Ouais, 16-17 ans. 16-17, Voilà, 16-17 16-17. ans. Et là, on est quoi? On est peut-être 10 ans, 10, 11 ans plus tard. Ouais. Tu es en équipe de France. Tu as signé dans l'un des plus grands clubs, déjà le plus grand de France et l'un des plus grands clubs d'Europe qui joue l'Euroleague. Donc, est-ce que tu réalises le parcours que tu as accompli rapidement? Franchement, moi, tu me connais de toute façon. Je pense que moi, quand je vois la photo Mhm, à l'écran, mhm, moi, je veux juste une photo. mhm. Tu me connais. En fait, pour moi, c'est une photo de moi. En Ouais. gros, je me dis pas, ah ouais, putain, je porte le débardeur équipe de France et tout. Mhm, Mais après, c'est au fur et à mesure quand je parle avec des gens, mhm, des personnes et tout, ils me disent ouais, ah ouais, t'es en équipe de France, ou ouais, même pour moi, on parle d'équipe de France. mhm, J'ai pas 100 sélections. mhm, Tu vois ce que je veux dire? mhm, Genre, j'ai fait 2 3 sélections par ici, même si c'est énorme. mhm, Mais moi, dans ma tête, je suis plus en mode ouais, je vis au jour le jour, je suis mhm, content d'avoir été sélectionné en équipe de France. Et j'irai même pas jusque dire ouais, je me présenterai pas, par exemple, en tant que international français. français, ok. Tu vois, Ouais. genre, je me dirais pas, ouais, je suis un international Mhm, français. Mais pour d'autres personnes qui suivent le sport, qui suivent le basket, mhm, ils se disent, ah ouais, Bodian, c'est un international français. mhm, Alors que moi, je suis un humain de pieds, de jambes comme mhm, eux. Et voilà, et je pense qu'il y en a plein qui ont été international français. mhm, Et jusqu'à présent, j'ai rien accompli. Après, si demain, mhm, un jour, j'ai la chance de pouvoir faire une compétition internationale, gagner une médaille d'or, là, mhm. par contre, vous allez m'entendre. Vous allez dire, là, je suis un international français. Et ce sera bien normal, hein. Ce sera Voilà. bien normal, hein. Je veux rapidement revenir sur du coup les débuts. Comment toi tu as connu le basket? Je sais qu'au début tu faisais du foot.
Donc je voudrais que tu nous parles un peu de tes premiers pas au basket et ensuite de ton entrée en centre de formation. Moi, au début, en fait, moi j'ai fait plusieurs sports. Mhm, Tu vois, j'ai fait du foot. Après, au collège, je faisais du hand. mhm, Et après le hand, comme j'étais au collège à Aulnay-sous-Bois, après j'ai déménagé à Marseille, mhm, chez ma grand-mère. C'est là où j'ai commencé à faire j'ai refait du foot, il fallait que je fasse du foot, mhm, du sport. J'ai refait du foot. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien toucher à tout, j'aime bien tout ce qui est sport, etc. mhm, À ce moment-là, moi, je voulais essayer un nouveau sport, j'en avais marre. Tu vois, j'arrive à la pré-saison, avec mon club, c'était le SO Septem, tu vois. J'arrive à la pré-saison avec mon club, je vois, ils sont en train de courir autour du terrain. Vas-y, moi, j'avais pas envie de faire ça. Ah, c'est normal. Tu vois, j'avais pas envie de faire ça. Mhm, Tu vois, je voulais faire ça par loisir parce que l'année d'avant, donc l'année où j'étais en seconde, j'étais venu, mais durant la saison. C'est-à-dire, voilà, j'étais là avec une bande de potes, ça m'avait plu. Et là, à ce moment-là, il y a le président de ce club qui me dit que son beau-fils, il est coach de basket. Donc à ce moment-là, moi, je dis, vas-y, je vais essayer. Et je m'inscris au basket. Je fais des entraînements et tout, etc., etc. Après, là, je fais dans le futur, on va dire à la fin de saison. mhm, C'est là où je fais un tournoi. Et je pense que vu que j'étais déjà grand, ça passe pas inaperçu mhm, dans la région. Et c'est là où le club de Fausse-Provence Basket, ils me mhm, repèrent. Et quand ils m'ont repéré, ben, directement, ils sont venus me voir et on a discuté. Et mhm. c'est là où, en gros, j'ai intégré le centre de formation. Donc au final, tu as fait 1 an de basket et l'année d'après, centre de formation. Ouais, j'ai fait un an en département. Mhm, Du coup, on jouait en départ. mhm. Et après, je suis rentré directement en centre de Directement. formation, genre Ouais. U18 France. Ouais, donc ça a été, on va dire, une, entre guillemets, ascension rapide. En tout cas, un début d'ascension très rapide. Ouais, ça a Ok. été, ça a été super Est-ce rapide. que tu peux nous parler du coup de comment c'était le centre? Parce que je pense que c'est très méconnu l'organisation ou le fonctionnement dans un centre de formation de basket. Voilà, on connaît foot, on a vu un peu voilà, quand on était petit les séries à la Clairefontaine, etc. Ouais. Voilà, on a beaucoup de gens autour de nous qui sont dans des centres au foot. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment ça se passe au niveau du Hmm. basket? Donc comment tu allies voilà, le sportif et aussi Scolaire. le côté scolaire, exactement. Bah, là où j'étais, moi, c'était à Fausse-Provence Basket, donc Mhm, on était en deuxième division. En fonction des centres de formation, il y a plus ou moins des niveaux au basket. mhm, Ce qui est différent, c'est qu'en première division, maintenant ils ont changé la règle. Mais à l'époque, en première division, tu as une équipe U21. mhm, C'est-à-dire que si tu as les U21 de Lyon, de l'Asvel, qui jouent contre. Non, tu as Asvel, Monaco mhm. en pro. Avant le match, tu as les U21, Asvel, Monaco qui jouent l'un contre l'autre. Ok. Donc c'est vraiment U21. Mhm, Et maintenant, ils ont mis cette règle-là en Pro B. Mais avant, il n'y avait pas cette règle. ok. Avant la Pro B, t'avais ta deuxième équipe. Après, t'avais tes jeunes. Donc moi, à l'époque, je jouais en U18. Mhm, Et l'équipe 2, on va dire, elle était en pré-national. Je pense que c'est pareil au foot. T'as pré-national, N3, N2, N1, ok. Pro B, Ouais. Pro A. Mhm, Et à cette époque-là, l'équipe, elle jouait en pré-national, senior. Et nous, les jeunes, on était en U20. Donc on était en U18 France mhm, et U20 France. Sauf que le niveau U20 France, il est moins élevé. Parce que du coup, les meilleurs jeunes en U20, ils sont en U21. ouais. Ils sont pas en U20 Mhm, France. Donc du coup, moi, j'ai en U18. Et Fos, c'est pas un super... on va dire, c'est pas un super centre de formation en France parce que par rapport à l'histoire, il y a mhm, d'autres centres de formation qui sont meilleurs. Genre Cholet, ils ont beaucoup de joueurs qui sont à la NBA. mhm, Il y en a d'autres, Chalon-sur-Saône, bien etc. sûr. Il y a d'autres centres de formation. Mhm, Donc moi, à ce moment-là, j'arrive au centre de formation. Déjà, j'ai aucune notion de ce qu'est s'entraîner de manière professionnelle. mhm, J'ai aucune notion de ce qui est allier sport et études en même temps. mhm, Donc pour moi, c'était un changement total. C'était super dur. On allait à l'école, quoi, on finissait quasiment tous les jours à 15 h. On avait entraînement quasiment tous les jours. Euh, En plus, je me rappelle au début, quand j'arrivais en centre de formation, c'est là où j'ai rencontré un ami à moi que tu connais, Julien. mhm, On n'avait pas, genre, il nous faisait pas de viande halal, tu vois. C'est-à-dire, moi à l'époque, je mangeais pas halal, mhm, tu vois. Mais en mode, tu vois, genre, c'était pour ceux qui mangeaient halal au centre, genre, c'était relou. mhm, Et, genre, c'était dur, en fait. ouais. La nourriture était pas bonne. Mhm. Donc, qu'on se le dise, non, mais qu'on se le Ouais, dise, la nourriture, elle était pas bonne. ouais. Tu vois, c'était une personne. Moi, j'incrimine pas la personne, tu vois. Mhm, Parce que forcément, c'est dur, mais c'était une personne qui cuisinait pour nous. Mais c'était pas une chef, tu vois. C'était une personne qui était censée s'occuper de nous mhm, et cuisiner pour nous. Même durant l'année, ils ont démarché un restaurant justement pour qu'ils nous fassent à manger. mhm. Et ouais, c'était dur d'allier scolarité et en même temps Sportif. sportif. Mhm, Tu vois, genre, tu sors de l'école, tu vas, tu t'entraînes. mhm, Mais en vrai, quand t'arrives à l'école, t'es KO. mhm.
Tu vois, Clairement. t'as pas ce truc-là. Surtout que certains peut-être avaient l'habitude parce qu'ils ont fait les pôles espoirs et tout. Moi, j'avais pas l'habitude. Genre, c'était tout nouveau pour moi. Et franchement, ouais, la première année, elle a été dure. Même les entraînements, ils étaient durs. On s'entraînait beaucoup. On s'entraînait de manière plus intense. J'avais un coach, il était quand même assez sévère et tout. Mhm. Et du coup, bah, ça a été compliqué au départ. Forcément. Mm. Et est-ce qu'il y avait des aménagements au niveau de la scolarité ou pas du tout? L'aménagement qu'on avait, je crois, c'était. On pouvait pas finir. Je crois on finissait jamais après 15 ou 16 heures. Ok. Genre, en gros, on finissait jamais à 18 heures. Mhm. Et je sais pas si à l'époque on avait cours le samedi, ou on devait avoir cours samedi. Mhm. Mais dans mon lycée, en fait, il y avait. J'étais à Fos-sur-Mer, mais on allait au lycée à Istres. Mhm. Du coup, au lycée à Istres, il y avait des volleyeuses. Parce qu'il y a du volley à Istres, je crois que c'était en deuxième division à l'époque. Mhm. Il y avait du handball aussi, Mhm. parce qu'ils étaient en première division à l'époque. Et il y avait les joueurs de foot de Istres avant que le club y dépose bilan. Donc ça fait que c'était un peu un lycée. Pas mal de sportifs. Ouais, il y avait pas mal de sportifs. Mhm. Donc du coup, il y avait beaucoup d'emplois du temps qui étaient aménagés. Et ça fait que, je crois le samedi, on n'avait pas cours. Ok. On finissait quasiment tous les jours avant 15 heures. Mhm. Et après, on avait droit à une étude quand on rentrait au centre, quand on rentrait au club. Mhm. Et ouais, c'est tout. C'était les aménagements qu'on Ok. avait. Ok, je vois. Et du coup, tu passes, donc, je crois, 3 ans au centre ou 4 ans? Tu fais combien de temps? Avant de signer pro, je veux dire. Avant de signer pro, Mhm. mais moi, je peux même pas dire. Je pense que je fais. Ouais, je dois faire 3 ou 4 ans. Ok. Je crois que je dois faire entre. Non, je crois que je dois faire 3 ans. Mhm. Et la quatrième année, en gros, je signe pro. Tu signes pro, d'accord. Tu signes pro donc à 21 ans? 20-21 Il ans? me semble. Ouais. 21 ans. Et si je me trompe pas, tu es directement envoyé en prêt. En Ou fait, c'est l'année d'après? c'est l'année C'est d'après. l'année d'après. En fait, je signe pro. Ouais. En fait, pourquoi on me signe pro? Mhm. Enfin, je ne signe pas pro. Toi, tu parles de pro aspirant aussi. Ok. Toi, tu parles de pro Je ou parle aspirant? je parle de contrat pro. Ah, contrat Professionnel. pro. Ah oui, Professionnel, oui, ouais. voilà. Professionnel. Voilà. Ouais. Mon contrat pro, je le signe. Je sais plus quel âge j'avais, mais en gros, j'étais plus U21 d'âge. Ok. C'est-à-dire, en gros, je pouvais plus jouer en U21. Mhm. Et Et du coup, donc, c'est quand qu'on t'envoie en prêt? directement après. Directement, on t'envoie en En prêt. fait, on me signe un contrat pro Mhm. et on m'envoie un prêt. Voilà. Directement. Et est-ce que tu penses que ce prêt, il t'a apporté, enfin, qu'est-ce qui t'a apporté? Parce que ça t'a forcément apporté dans le bon comme dans le moins bon. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que quand tu reviens de prêt, tu fais voilà, 1-2 saisons, ensuite vous êtes champion et vous montez en Pro A. Hmm. Donc est-ce que tu peux nous parler voilà, du prêt, ce que ça t'a apporté et après de la saison Je pense que c'est une ouverture sur le monde pro. Ok. Tu vois, Ouais. c'est une prise de responsabilité. Mhm. En fait, on va dire, ça m'a permis d'attraper des responsabilités directement Mhm. parce que, grâce à Dieu, j'ai la chance, j'arrive en prêt. L'intérieur qui est là, Mhm. il est blessé. Mhm. Et du coup, c'était pas un club qui avait beaucoup d'argent. Mhm. Avant, il y avait des règles comme quoi les clubs qui n'avaient pas de centre de formation agréé en Pro B, ils devaient prendre 4 joueurs de moins de 23 ans. Mhm. Donc du coup, le coach, il me prend comme ça, il m'a même pas trop vu jouer en N3, il me dit, bah, vas-y, écoute, je vais te prendre, je vois, t'as un profil intéressant. Il me prend, le joueur qui est là, il se blesse. Maintenant, je joue, il voit que ça se passe bien, donc il trouve pas forcément de remplaçant. Tu sais, il bricole avec les gars de l'équipe, ils ont Ouais. pas trop d'argent, et Mhm. on fait une super bonne saison, tu vois. Mais ça m'apprend la vie dans un vrai gros pro. Mhm. Parce que jusqu'à présent, même si j'avais pas eu de contrat pro, j'avais eu un contrat aspirant, j'étais toujours avec les pros, j'avais joué quelques matchs, mais j'étais encore toujours considéré comme un joueur, jeune joueur. Ouais. Genre j'étais là, c'était compliqué, parce que j'étais aussi à Fos, et Fos, ils ont toujours eu des ambitions dans la Pro B. Je crois qu'ils ont fait peut-être plus de 8 ans où ils ont fait d'affilée à faire les playoffs. Et du coup, bah, à ce moment-là, quand t'arrives, toi, t'es là, t'es content, t'es avec un gros... Parce que c'est bien aussi, je pense que ça t'apporte de l'expérience, t'es avec un gros pro qui va monter, mais tu peux... Y a pas la place pour jouer, en fait. Il y a toute l'exigence qui va avec, Voilà, la c'est ça, en fait. pression, etc. Exactement. Donc toi, tu vas en prêt, tu reviens. Et donc c'est à ce moment-là, quand tu reviens de prêt, que tu commences à jouer. Vous faites donc vous finissez champion des deux, vous montez en Pro A. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette saison? Ah, c'était dur, hein. Parce que, en fait, moi, déjà, il y a eu 2 saisons. Ouais. D'abord, je reviens de prêt. Mhm. Là, au début, c'était dur. Au début, c'était super dur parce que, je me rappelle, en gros, tu te mets la pression. Mhm. Parce que t'as dit, c'est chez toi, tu reviens de prêt. Là, t'as fait une bonne saison, t'as fait demi-finale avec Saint-Chamond. Mhm. Ils ont jamais fait ça de leur histoire. Ils ont jamais fait de demi-finale. Mhm. À la base, le club, il peut même pas monter et on fait demi-finale. Là, tu reviens à Fos. En gros, ouais, tu reviens tac. En plus, tu connais, tu dis c'est chez toi et tout. Le coach, il fait une bonne équipe, ils descendent. Mais en fait, à ce moment-là, je pense que on néglige l'aspect aussi historique. Genre, quand le club, il est en proie, je crois,
ils finissent sur 20 défaites ou je sais pas combien, genre, je sais plus. Mhm. Mais en tout cas, ils ont ce truc de. Ils sont pas beaucoup gagnés à la fin de saison. Donc, Mhm. tu viens, déjà, je pense il y a un effet un peu. On a des nouveaux joueurs, hein. On a des joueurs qui sont super forts, Mhm. mais, je sais pas, on arrive, on commence la saison, on n'arrive pas à gagner. Genre, on fait 0-6, 0 match, 6 défaites. Ouais. Pourtant, on a des joueurs, genre, moi, ça va, j'ai fait une bonne saison en Pro B. On a un joueur qui vient de, genre, qui a un gros level, tu vois, genre, vraiment, on a des bons joueurs, tu vois. On n'arrive pas. Et au fur et à mesure de la saison, on n'arrive pas, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Et la première saison a été dure parce que, à un moment donné, on était un peu dans le truc de, attention, on va peut-être descendre et tout. On a quand même réussi à relever la barre. On savait que ça allait être dur de faire les playoffs. Et là, il y a eu le Covid. Donc, c'est-à-dire, la saison s'est arrêtée. Ouais. La saison s'est arrêtée, la saison s'arrête. Mhm. Tac. À ce moment-là, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas. La saison, elle reprend l'année suivante. Mais nouvelle saison. Bien évidemment, il y a eu des ajustements. On a eu la chance parce que voilà, cette saison, c'est comme si elle n'avait pas compté. Mhm. Et là, à ce moment-là, bah, en fait, on est sur un truc où l'équipe, elle tourne archi bien. Elle tourne bien, elle tourne bien, elle tourne bien, elle tourne bien. Elle tourne bien. On a par exemple, au fur et à mesure, les gens, ils montent en puissance. On a un jeune aussi que tu connais, Alan, à la base, qui commence la saison. Il commence la saison en licence AS. Ce qu'on appelle licence AS, c'est que tu as une licence dans ton club, mais que tu peux jouer dans un club de 2 niveaux en dessous. Ok. C'est-à-dire qu'il commence avec nous à Fos-sur-Mer, Mhm. il s'entraîne avec nous, mais en fait, il peut aller jouer des matchs à Avignon en National 1. Ok. Nous, on est en Pro B, et il peut aller jouer des matchs avec Avignon en National 1. Mhm. Ou alors, ouais, c'est ça. Ou je crois qu'il était en N2 ou en National 1, je sais plus. Mhm. Mais au fur et à mesure, il montre qu'il peut jouer, donc il y a son ascension. Après, on a une période où on a des blessés, donc du coup, il ramène un peu des anciens. Karima Tamna, Mamadou Dia qui avait arrêté, qui était parti jouer à Salon en National 2, qui revient avec nous et joue en Pro B. Donc ça fait qu'en fait, le groupe il s'est reconsolidé, etc. etc. Mhm. Et ouais, je crois, je sais plus quel mois, on a gagné la Leaders Cup. Genre, c'est quand même un peu la Coupe de la Ligue. Genre, ils font des poules. Je crois là, ils ont arrêté, mais ils font des poules. Et après, en fonction, genre, il y a quart de finale, demi-finale, finale. Mhm. Et du coup, nous, on avait un bon ratio. Du coup, la coupe, elle s'était passée chez nous avec le Covid. On a gagné ça. Après, en championnat, on gagnait beaucoup. On gagnait. Et on finit premier, tu vois. Et d'habitude, c'est le premier qui monte. Du 2 au 8, ils font les playoffs. Ouais. Là, sauf que là, en gros, ils ont dit, bah, on finit premier. Et Paris, ils ont fini deuxième. Et nous et Paris, du coup, on est monté. On était en pro. Ouais. Ok. Donc, faites une super saison. Et c'est fou de se dire que l'année d'avant, tu galères, tu penses peut-être à la descente. Il y a le Covid, donc c'est considéré quand même comme une catastrophe. Et avec tous les nouveaux éléments qui se rajoutent l'année d'après, vous finissez par monter. Donc tu fais ta première saison en Pro A. Donc c'est là que je t'ai vu jouer pour la première fois. Tu fais une super saison. Et à partir de ce moment-là, donc tu me dis si je me trompe, tu fais ta saison à Fos en Pro A, où d'ailleurs tu t'es convoqué au All-Star Game. Ensuite, tu pars à Strasbourg. Tu fais 1 an. Ensuite, tu pars à Bourg-en-Bresse. Tu fais 1 an. Après, tu pars à Manresa. Le mec, il part partout. Tu fais 1 an. Ouais. Et là, cette année, tu signes à Lasvel. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait, qu'on peut dire, vraiment un plan de carrière qui était vraiment défini, où il y avait des paliers à franchir chaque année. Et j'ai l'impression que, bah, en fait, si je peux dire, le plan, il s'est déroulé exactement comme tu le voulais. Est-ce que tu peux nous parler de si c'était vraiment quelque chose qui était préparé, voilà, écrit sur un papier, ou voilà, préparé avec ton agent, ou c'est vraiment les choses, elles se sont faites naturellement, tu as fait de la saison, tu t'es rendu compte que voilà, bah, tu avais fait ça, donc peut-être que tu peux aller, entre guillemets, gratter plus, ou c'est vraiment quelque chose qui était, voilà, comme on a dit, planifié depuis le début. Je pense que, ouais, t'as résumé, hein. En fait, et je pourrais même pas dire si c'était planifié, hein, en fait. C'est que, je vais pas dire je vis tellement au jour le jour, mais je veux dire, tu vois, genre j'arrive dans le basket, à la base, quand mon club il monte fausse en Pro B, que je joue pas, que j'ai pas encore de contrat pro, genre y a pas trop d'équipes qui sont intéressées. Saint-Chamond, il me récupère, je vais en Pro B, je fais une bonne saison, je redescends à Fos, tu vois. On est avec Fos, on se bat, Covid. Oh, l'année suivante, tac, je suis encore à Fos, on monte. Maintenant, je reste à Fos, je fais une bonne saison, tu vois. Mais en gros, moi, à ce moment-là, quand je fais la bonne saison, quand je suis en Pro A, genre, d'histoire vraie, hein, j'arrive en décembre,
Moi, tu vois, j'avais le truc de la cuisine de Beau. Mhm. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle très En bien. gros, on faisait de la vente un peu en ligne, tu vois, avec ma tante et tout, mes potes Mhm. et tout. De plats africains. De plats africains, Mhm. voilà. Quand on arrive en décembre, que mon agent, il vient me voir en décembre, on est avec Foss en pro, il me dit, Bodian, en gros, peut-être pas mot pour mot, enfin, il me dit mot pour mot ça, mais peut-être que lui, il a pas eu mot pour mot comme ça, mais il me dit, Bodian, en gros, les clubs, ils savent pas, en gros, genre, si t'es un vendeur de poulet ou un basketteur. Non, mais tu rigoles, mais je te jure, c'est vrai. Genre, je te promets, gros, c'est histoire vraie. En décembre, il me dit ça. En décembre, il me dit ça et tout. Ou alors, c'était l'année où j'étais en Pro B. Tu vois, ça devait être soit l'année que j'étais en Pro B et qu'on était en train de monter, l'année de la montée, soit c'était l'année où j'étais en Pro A. Mais je pense, non, c'est plus l'année où on était en Pro B. Ok. Voilà, c'est plus l'année où on était en Pro B. Mhm. Tu vois. Donc, en fait, moi, à la fin d'année, genre, en gros, je sais pas s'il y a un petit déclic. C'est-à-dire, en gros, en Pro B, je fais une bonne deuxième partie de saison. Mhm. On arrive en Betclic. Quand j'arrive en Betclic, les gens ils disent, ah, mais, Bodjan, tu vois, il peut pas jouer en France parce qu'il est pas assez costaud ou il saute pas assez haut, Mhm. tu vois. Ah, et nous, en fait, moi, je m'étais dit, j'avais un rêve, moi, je m'étais dit, Mhm. il faut que j'aille jouer en Espagne, tu vois. Donc ça, en fait, on va dire, ça, c'était le seul plan qui était écrit. Ouais. Voilà. En attendant, il y avait plein de gens qui disaient, là où je passais, les gens ils disaient, eh, lui, il a un potentiel de ouf. Si, en gros, il suit son potentiel là, peut-être un jour il va aller en Euroleague. Peut-être un jour il va aller en Euroleague où il va taffer, tu vois. Mais, tout ça, il y avait toujours des gens derrière qui disaient, ah non, lui, il a pas le niveau, il a pas le niveau. Mhm. Tu vois. Sauf que moi, à ce moment-là, je vais pas dire ça m'impacte un peu parce que, t'as vu, moi, je suis pas de ce milieu-là. Moi, j'aime bien quand les choses, elles se passent. Pour moi, t'as vu, tout le monde a sa place. Genre, j'ai pas d'intérêt à venir te voir et te dire quoi. Ouais, toi, aller voir quelqu'un et dire, eh, t'as vu, lui, il a pas le niveau. Moi, pour moi, les gens qui font ça, Mhm. tu vois, c'est pas quelque chose de, en fait, c'est pas quelque chose de correct, tu vois, parce que pour moi, il y a la place pour tout le monde. Mhm. Donc, si t'as pas ta place ici, c'est qu'il y a quelque part d'autre où tu auras ta Ok. place. Si on m'a pris moi, Mhm. c'est que bah, je mérite d'avoir ma place Bien ici et sûr. pas toi, Mhm. tu vois. Mais bref. Et du coup, on arrive en pro A. Ah, peut-être il a pas le niveau. Tac, tac, tac. Je joue. Je fais une bonne saison avec Foss. Bizarrement, les gens ils pensaient même pas qu'on allait gagner un match. On gagne, on gagne, on gagne. All-Star Game. Parce que je crois qu'il y avait un blessé et tout. J'arrive au All-Star Game. Je suis dedans, ça se passe bien. Moi, en première expérience, tac, je suis content et tout. Tu marques un shoot à 3 points en plus. Ah, je marque un shoot à 3 points avec la planche. Mhm. Je vais t'entraîner toute la semaine pour marquer ce tir. Maintenant, après, on arrive le All-Star Game. On était là, descente. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, en fait, j'arrive pas. On joue pour la descente, pour le maintien. Mhm. Mais on veut se maintenir. On arrive, tac, dernier match. Je crois, on gagne de je sais pas combien de points contre le Portel, au Portel. Et on arrive comme ça, à un moment donné, il y a une. Je crois, ils nous rattrapent. Je crois, on est en train de perdre. Et on est en train de perdre. Je sais plus si on est en train de perdre ou il y a égalité. Mais ils nous rattrapent. Ou je crois qu'il y a égalité à ce moment-là. Mhm. Et il y a genre 0,01 seconde. Genre, en gros, si on perd, on descend. Mhm. Ou si on match nul, il y a prolongation. Ouais. Il y a 0,01 seconde. En fait, il y a remise en jeu pour nous, touche. On avait DJ Stephens à l'époque, donc on fait un système alley-oop pour lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mec qui défend la remise en jeu, au basket, t'as pas le droit de mettre les pieds sur la ligne. Donc en fait, lui, il saute, il met les pieds sur la ligne, et du coup, on a deux lancers francs techniques. On shoot les deux lancers francs, on marque, et on se maintient comme ça. Incroyable. Tu vois. Sinon, en gros, on repartait en Pro B. Et on se maintient là où personne ne voyait se maintenir. Mhm. Tu vois, on n'avait pas de budget, on n'avait rien et tout ça, que de la 1. Mhm. Donc à ce moment-là, j'arrive à Strasbourg. Tu vois, Strasbourg, je pense que ça a été un peu le frein dans ma carrière. Genre là, putain, il y a un truc qui va pas. Tu vois, c'est pas ce que j'aurais espéré quand j'étais à Strasbourg. Mais je finis, je sors de Strasbourg, j'ai Bourg qui vient. Mhm. Tu vois, c'est énorme. Genre, il faut une meilleure compétition européenne. Le coach est français, on s'entend super bien, tu vois. Mhm. Donc au début, je voulais même pas aller à Bourg. Au début, je voulais rester à Strasbourg. Tu vois. Au début, je voulais rester à Strasbourg et tout. Tu voulais rester parce que tu avais un goût d'inachevé ou bien tu sentais que tu n'étais pas encore prêt à franchir un palier? Je pense que c'est la deuxième. La deuxième? Tu vois, je pense que c'est la deuxième parce que aussi, entre guillemets, on va dire, c'est peut-être un manque de confiance Mhm. en soi. Ok. Genre, ouais, je voulais rester parce que aussi, il y avait mes gars, on avait passé une bonne saison. Tu vois, Mhm. la saison, elle a été dure. Au Ouais. début, elle était dure. Après, on a changé de coach. Tout allait mieux. On a fait les playoffs finalement. On a perdu. Mais il y avait eu un nouveau coach. Tu vois. Mhm. Mais sauf que la compétition européenne qu'on allait faire, elle était un cran en dessous. Il y a un nouveau coach, il me parle. Je me dis, tout le monde dit, ah non, ce coach, il est comme ça et tout, il est pas bien, tout ça. Moi, je dis, non, mais vas-y, en fait. Il y a mes gars qui sont là, j'ai envie de rester. Pourquoi je vais changer, tu vois? Pourquoi je vais déménager et tout? Mhm. J'envoie même un message à Bourg. Je leur dis, écoutez, finalement, je vais rester à Strasbourg. Après, j'arrive chez moi.
je commence à réfléchir. Je commence à gamberger. Je commence à me dire, attends. Même des potes, ils me disent, gros, là, t'as l'occasion de faire l'Eurocup. C'est une meilleure compétition. Tu vas à Bourg-en-Bresse, tu vas être peut-être mieux payé, même si c'était pas énorme. Parce qu'après, tu vois, genre, ça avait quand même, genre, il y a des choses qui m'avaient fait mal au cœur, tu vois. C'est qu'en gros, à ce moment-là, à Strasbourg, on m'a fait passer pour le mec qui part pour, genre, pour de l'argent et tout. Je me rappelle. Je me rappelle de Tu te rappelles certains ou pas? tweets. Tu te rappelles ou pas? On était au de mariage. supporters. Voilà, on était au mariage, genre, ça marquait dans des Ouais. trucs. Genre, ouais, mercenaires et tout. Oh, crois, je vais péter 1 million d'euros. Gros, c'était pas pour beaucoup plus d'argent, Mhm, mais j'allais plus parce que justement, je voulais quelque chose de carré pour ma carrière. mhm, Mais je me disais pas, je vais à Bourg-en-Bresse mhm. pour l'argent. Je me disais, je vais à Bourg-en-Bresse parce qu'ils font l'Eurocup, parce que je pense que c'est une bonne idée d'aller en Eurocup avec quelques coach français, tout ça, etc. Franchement, on fait finale. Après, je vais en Espagne, tu vois. Et de l'Espagne, ben, en gros, c'était mon rêve. À la base, genre, je voulais jouer en Espagne, j'étais en Espagne. Et là, ben, je me retrouve à Lasvel. Lasvel. C'est magnifique. En tout cas, même Mm. si tout n'a pas été planifié, au final, tout est arrivé, Ah bon. tout est arrivé à point. Exactement. Et je voulais te poser une autre question. Du coup, donc, tu as fait 4 clubs en 4 ans, ou même 5 clubs en 5 ans, on peut dire, si on compte fausse. Est-ce que c'est pas difficile d'avoir une vie privée quand on bouge tout le temps d'endroit? Quand je parle de vie privée, je parle par exemple Ouais, ouais, vie privée, mon gars. Tu sais déjà. Ça, c'est des discussions qu'on a en bah ouais. privé. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur vie privée? Tu sais, Ah, voilà, peut-être fonder une famille un jour, etc. ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, en fait? C'est ça Ouais. ma vraie question. Est-ce que c'est envisageable quand on a, on va dire, une vie aussi mouvementée où, voilà, d'une année sur l'autre, on peut se retrouver là, tu as la chance de te retrouver à Lasvel. Tu aurais Mm. peut-être pu te retrouver si tu avais une offre, je sais pas, en Lituanie, à Zalgiris, par exemple. Mm. Là, tu as eu la chance de, voilà, d'être dans ton pays. Mais est-ce que quand on a tout ça, tous ces facteurs tous ces facteurs qui entrent en jeu, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Bon, il y a forcément des gens qui le font, mais est-ce que pour toi c'est envisageable ou bien c'est quelque chose que tu préfères, on va dire, je vais pas dire mettre de côté, mais sur une chose sur laquelle tu es un peu plus patient et que tu envisages voilà, de faire à terme, à moyen terme, voire à long terme? Non, je pense que. Ah, j'envisage ça pour moi, hein. J'espère quand même que je vais avoir femme, enfant, mais. En vrai, c'est envisageable, je pense. Mhm, Après, ça dépend les priorités de chacun, mhm, tu vois. Après, il faut aussi rencontrer la bonne personne, c'est clair. tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mhm, Parce que, au final, quand tu regardes bien, quand tu fais du sport, tu rencontres où est-ce que tu. Genre, avec c'est très compliqué, en fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, moi encore, j'ai la chance d'avoir fait du sport tard. Donc ça fait que, t'as vu, aujourd'hui, j'ai des amis d'enfance, mhm, mais avec qui je suis resté pendant 15 ans, 16 mhm, ans, mhm. 17 ans, avant D'avant même le de... basket, tu veux T'as dire, d'avant capté? le... Ouais. Ouais. Alors que moi, je connais des personnes, genre, Mhm, ils n'ont pas d'amis en dehors du basket, ok. tu vois. Ouais. Genre, moi, j'ai des amis en dehors du basket. Mhm. Et justement, j'en ai moins dans le basket que j'en ai en dehors Autour du du basket. basket. Ok. Donc, on va dire sur la vie privée, on va dire c'est un peu plus facile. Mhm. Maintenant, c'est vrai que quand tu rentres dans le monde du basket, après, c'est compliqué. Parce qu'au final, des fois, ça se passe comment? Je sais pas, moi. Moi, je vais au travail, tu peux rencontrer quelqu'un au travail. Ou par exemple, tac, t'es au travail, cette personne-là, elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mhm. Tu vois, ah ben vas-y, on va manger, etc., etc. Mhm. Là, quand t'es dans le milieu du basket, en soi, si c'est pas les réseaux sociaux, Mhm. c'est compliqué. Si c'est pas les sorties en soirée, c'est compliqué, tu vois. Après, c'est envisageable. Mais déjà, là, je te parle de rencontrer quelqu'un. Après, c'est envisageable, mais aussi, il faut que la personne aussi, elle soit prête à te suivre. Il faut que toi, tu fasses des concessions. Parce que aussi, tu as vu la carrière, quelque chose déjà qui te prend peut-être énormément de temps, 70% de ton cerveau. Imagine, en plus de ça, tu rajoutes prendre soin d'une autre personne. Et que la personne, elle comprend pas que toi, t'as tes entraînements, t'as tes matchs, t'as Mhm. plein de choses à faire, tu C'est vois. sûr. Et j'ai tendance à dire que il n'y a pas, y a pas de métiers qui sont en dessous ou pas, etc., etc. Mais tu vois, moi, quand je sors d'un match de basket, Mhm. j'ai le seum par rapport à mon match, peut-être. Ouais. J'ai pas un mauvais match. Mhm. J'ai le seum par rapport à mon match. Du coup, mais moi, je suis déjà en train. J'ai le seum déjà par rapport à mon match. Il faut que je pense à mon match qui arrive. Il faut que je pense à mon entraînement. Tu sais, il y a plein de trucs dans ma tête. Tu vois, alors que ça se trouve, je sais pas, toi ou même moi, j'ai été primeur. J'ai déjà fait primeur dans ma Mhm. vie. J'ai même vendu des légumes. Oh, je vendais mes légumes. Enfin, je venais le matin, je déchargeais les cagettes et tout ça, tout ça. Je vendais les légumes et tout. Mhm. Je rentrais chez moi le soir, Tu pensais plus à je ça. m'en Ouais, fous, hein. tu Genre, faisais en ta vie, gros, ouais. t'as vu? Mhm. Genre, je m'en fous de ça. Peut-être le facteur, Ouais. il va peut-être être beaucoup moins payé, mais
Bon, En fait, quand il rentre chez lui, là, il laisse le il se travail au laisse le, travail. il se laisse le travail au Ça vient travail. pas lui Ça vient polluer pas te son polluer ton truc. esprit, Donc etc. imagine déjà, il y a ça qui. Le basket, des fois, ça te pollue l'esprit. Mhm, En plus de ça, tu rajoutes une personne qui mhm. te pollue l'esprit. Si la personne, elle comprend pas ça, bah, ça va être compliqué de trouver une personne avec qui tu veux finir ta vie. Mhm, Après, le milieu aussi fait que bah, t'as des ouvertures à la facilité qui sont pas forcément bonnes parfois, tu vois. mhm. Mais il faut savoir. En fait, ça dépend, comme je t'ai dit, ça dépend où tu mets le curseur, en fait. Tu Tout à fait. vois. Ok. Ok. Du coup, ça, c'est quelque chose que, en fait, tu peux voir à travers bah, tes coéquipiers, etc. Tu arrives à voir un peu bah, qui arrive à voilà, fonder une famille, etc., à être stable. Et bah, ceux qui, voilà, qui peuvent, en tout cas pour l'instant, qui sont seuls. Et tu dirais que, du coup, le pourcentage, est-ce que c'est plus de gens qui sont posés, casés, ou alors de gens qui sont, pour le moment, célibataires, on va dire. Et maintenant, je suis devenu un vieux un peu dans le basket, j'ai l'impression. Genre là, j'ai 27 ans. Mhm. Avant, j'étais jeune, Ouais. tu vois. Mais non, en vrai, je pense qu'il y a plus de gens qui sont posés, hein. Mhm. Je pense qu'il y a plus de gens qui sont posés quand même Ok. que pas posés ou, tu vois. Genre, je pense que, quand même, malgré tout, on en avait parlé, mais je pense que à un certain moment, quand tu as un certain niveau, Mhm. aussi c'est bien d'avoir la stabilité. Ok. Genre, c'est bien d'avoir ton foyer qui est stable. Mhm. Genre, t'es fâché sur le terrain, mais quand tu rentres chez toi, tu sais que Bouffée d'oxygène. un peu d'oxygène, Ouais. ta femme, tes enfants, Mhm. ils sont là pour toi et tout. Mhm. Peut-être que c'est ma manière de voir les choses. Il y en a, ils vont Mhm. dire quoi? Et moi, je vais rentrer chez moi, je veux qu'il y ait personne. Parce que je veux pas qu'on me pollue la tête, etc. Mhm. En fait, ça dépend qui est-ce que tu as à Bien côté. sûr. Si c'est la bonne personne pour toi, Mhm. elle va pas te polluer la tête, Ok. tu vois. Mhm. Mais je pense que à un certain niveau, Mhm. si tu vas atteindre un certain niveau, il te faut de la stabilité. Tu peux plus être dans le truc de vas-y, un moment c'est elle, un moment c'est elle, un moment c'est elle, tu vois. Ok. Très bien. Ok. Je vais maintenant passer à l'équipe de France. Hmm. Du coup, donc toi, tu as eu la chance de voilà, être en équipe de France, être sélectionné, faire pas mal de camps d'entraînement. Donc, tu as côtoyé voilà, des grands joueurs NBA, etc. Evan Fournier, Nicolas Batum, Wembanyama, etc. Quand on s'entraîne avec des joueurs d'un tel niveau, est-ce qu'il y a un complexe par rapport à, je veux dire, ton parcours? Hmm. Est-ce que tu te dis, ah, bon, là, habituellement, je ferais tel move, etc., ou je ferais ça, mais comme là, je joue avec un tel, bon, je vais me contenter de juste pas poser un écran et je me prends pas la tête. Ouais, je pense qu'il y a un complexe, hein. Tu vois, parce que, en fait, après moi, mon jeu aussi, tu vois, j'ai mon Fait, style de jeu uhum, fait que c'est comme voilà. ça. Mais moi, j'ai quand même eu un petit complexe, Mhm, tu vois, en mode, waouh, c'est quand même eux, tu vois. mhm, Genre, c'est dingue. ouais, Evan Fournier, mhm, Batum, mhm, Nando De Colo. mhm, Alors, tu vois, t'es là, en fait, pour eux, ski, lui, genre, tu vois. mhm, Genre, tu vois, donc, t'as ce petit complexe aussi où tu te dis, ah, mais eux, la chance que toi tu peux avoir quand tu t'entraînes avec eux, c'est qu'en fait, ils arrivent à te mettre à l'aise, mhm, tu vois. Ils arrivent à te décomplexer. mhm, Parce qu'à la fin, tu te rends compte que c'est que du basket. Et que c'est comme ça, justement, c'est par le basket qu'en gros, je vais pas dire que tu vas gagner leur respect, mais c'est par le basket que vous allez commencer à échanger. mhm. Tu vois, c'est par le basket, en gros, tu vois la personnalité du gars, en Ok. fait, tu vois. Mhm, très bien. Et du coup, toi, donc t'es d'origine sénégalaise. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des contacts, peut-être avec la fédération de basket sénégalaise, avant que tu rejoignes l'équipe de France? Ou alors toi, pendant ta carrière, ça a toujours été l'équipe de France? Parce qu'en fait, ça, c'est un sujet qui est bouillant, tu le sais. Ouais, ouais, Dernièrement, voilà, on a eu le ouais, bien cas, sûr. surtout pour le foot, tu vois. Voilà, des joueurs algériens, Ryan Cherki, ou avant il y a eu Benzema, etc., qui ont choisi l'équipe de France. Mais tu as quand même des joueurs aujourd'hui, Mhm. donc bon, là je fais l'exemple pour le foot, tu as quand même des joueurs aujourd'hui, pas mal des joueurs marocains, qui ont en tout cas le niveau pour être dans les sélections françaises, belges, espagnoles, tout ce que tu veux, mais qui choisissent du coup leur sélection d'origine. Donc toi, à ton niveau, est-ce qu'il y a eu à un moment déjà des contacts avec la fédération sénégalaise et est-ce qu'il y a eu une hésitation? Mhm. En fait, t'as vu ça, c'est trop un sujet sensible, Très tu sensible. vois. C'est pour ça que je te demande. Voilà. En fait, déjà, pour commencer, j'ai deux origines. Mhm, Enfin, trois, du coup. Parce que, mhm, on va dire, je suis français, ouais, mais je suis bissau-guinéen. mhm, Ma mère, elle est bissau-guinéenne mhm, et mon père est sénégalais. ok, Mais moi, j'ai grandi qu'avec ma mère. ok, Donc, ça veut dire, en gros, moi, j'avais pas de double nationalité. Sachant que ma mère, elle a pas la double nationalité. Ma mère, elle est bissau-guinéenne, mais ok, ma grand-mère, en soi, elle est née en Guinée-Bissau, mais elle a mhm, vite émigré à cause de la guerre, elle a vite émigré à Ziguinchor, au Sénégal. ok, Du coup, moi, j'ai pas eu de double nationalité. Et ma famille, en fait, moi, ma famille, du côté de ma mère,
comme j'ai grandi avec eux, en gros, ils n'ont pas été dans le truc de eh, on va au bled. Genre, en gros, je crois que je suis celui de ma famille qui est le plus parti au bled. En gros, du côté de ma mère, je suis celui de ma famille qui est le plus parti au bled. Sinon, en gros, le reste, c'est, je sais pas, ils restent en France. J'ai des cousins, ils sont plus âgés que moi, ils sont jamais allés au bled. Genre, ils ont jamais émis l'idée d'aller au bled, tu vois. Donc, en fait, sur ça, c'est un peu compliqué. Moi, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu ce truc ce prisme de, eh, je vais aller au Sénégal. Quand je parle du bled, je parle bien sûr d'abord de Sénégal, parce qu'on va dire c'est beaucoup plus, la culture est plus forte. Ok. Tu vois, même si j'ai pas grandi avec le Sénégal, mais on sait que aujourd'hui, quand tu es Bissau-Guinéen, on va pas se mentir, c'est comme si tu étais Sénégalais. Tu vois, encore tu me dis Sénégal-Mali, il y a quand même une différence. Mais il y a beaucoup de Bissau-Guinéens qui émigrent au Sénégal. Il y a beaucoup de Mandjak là-bas, tu vois. Donc ça fait que aujourd'hui, j'ai eu ce prisme de vouloir Sénégal, Sénégal, Sénégal. Après, comme j'ai pas grandi avec mon père, c'était compliqué aussi pour aller là-bas. J'ai grandi avec ma mère, mon frère, ma petite sœur, pas d'argent. Elle pouvait pas nous envoyer. Déjà, comme je t'ai dit, ma famille, ils vont pas. Même ma mère, je crois, c'est celle de ma famille qui est le plus partie. Elle a dû aller peut-être 3-4 fois. Tu vois. Et pour te dire, même quasiment, je crois que, allez, peut-être ma grand-mère, elle a eu 8 enfants. Et des 8 enfants, ma mère, c'est celle qui parle le mieux le mandjak. Genre, c'est celle qui parle le mieux et qui comprend le mieux. Si ce n'est pas la seule. Les autres, ils comprennent, mais ils vont pas parler. Ma mère, je crois que c'est l'une des seules qui parle, tu vois. Et du coup, genre, il y a eu ce truc-là avec le Sénégal. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des contacts? En fait, est-ce que si j'avais pas eu le niveau d'intégrer les équipes de France, si j'avais eu le niveau au départ, est-ce que je serais allé, moi, contacter la sélection? En fait, c'est vraiment ça la question. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est pour ça que je t'ai dit c'est une question sensible. Parce que j'en parlais justement hier. Mais c'est facile maintenant de dire ah, je veux aller là-bas, ou quand t'es footballeur, par exemple, ouais, je vais aller là-bas, je veux jouer en sélection. Parce que t'as pas le niveau d'aller en fait en équipe de France. Mais s'il y a meilleur que toi. Ouais. Si en gros je te pose la question, je sais pas moi, pour un joueur de foot, gagner la Coupe du Monde avec la France ou faire une sélection avec ton pays, est-ce que tu vas aller faire la sélection avec ton pays? C'est ça la vraie. En fait, c'est ça qu'il faut poser comme question. Si tu me parles de porter le maillot, tu vois. Mais du coup, moi, ma question, c'est en vérité, est-ce que on met pas trop ce côté nationaliste à travers le sport? C'est-à-dire que, en fait, au final, ça reste du basket, ça reste du foot, ça reste du hand. Toi, t'as qu'une seule carrière. T'as envie de connaître des bons moments. Même si peut-être, je sais pas, t'as une préférence pour le Sénégal, est-ce que pour ta carrière, c'est pas mieux d'aller en équipe de France, gagner la Coupe du Monde? Parce que même si tu préfères le Sénégal, gagner une Coupe du Monde, ça reste gagner une Coupe du Monde, je suis désolé. Et t'as quand même grandi en France, etc. Au final, c'est une question, tu vois. Je pense que c'est vraiment une question personnelle et que chacun va avoir sa vision. Mais est-ce que tu penses pas qu'on met énormément la pression aux gens alors qu'au final, ils ont vraiment cette double culture? Et au final, peut-être que le choix... Parce qu'au final, le choix qui se fait, souvent, il est alimenté par la fierté d'eux. Alors qu'en vérité, peut-être que t'aimes les deux pays pareil, ou en tout cas différemment, mais que voilà, il va y avoir l'amour pour les deux pays. Donc est-ce que toi tu penses que on met trop la pression à ce niveau-là pour les sportifs? Bah, tout à l'heure tu m'as posé la question. Moi je suis parti au Sénégal. Moi je voulais aller en sélection. T'as vu? Après, je suis pas là. Peut-être que j'ai eu des mauvais contacts, je sais pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'au basket, c'est compliqué. C'est pas pareil qu'au foot. Parce qu'au basket, quand tu fais tes papiers après tes 18 ans, on dit que tu as une licence étoile. Et tu as le droit à une seule licence étoile par équipe. Tu vois. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a des étrangers. On donne souvent aux Américains. Ça arrive souvent. Donc, du coup, dans leurs besoins, ils ont besoin d'un Américain. On m'a dit, écoute, tu seras licence étoile, on a déjà des joueurs à ton poste, etc. Bah, ok, pas de souci. Ma vie, elle continue, hein. Novembre. Le coach d'équipe de France, ouais, Bojo, est-ce que ça te dirait de venir faire partenaire d'entraînement en équipe de France? Bah ouais, pourquoi pas, tu vois. Comme t'as dit, on a une seule carrière, en fait. Tu vois. Moi, j'aurais été fier de porter le maillot du Sénégal. J'aurais été fier de porter le maillot de porter le maillot de l'équipe de France. L'équipe de France, ils m'ont appelé. Bah, j'y vais. Tu vois, je vais pas dire non. Moi, je veux absolument porter le maillot du Sénégal. Comme je voulais porter le maillot du Sénégal, et ben, du coup, je dis non au maillot de l'équipe de France. Et en gros, comme tu dis, est-ce que... En fait, c'est trop compliqué. Est-ce que tu as cette fierté-là d'aller représenter ton pays, mais en vrai de vrai, c'est quoi ton pays, en fait? En vrai de vrai. Parce que même si on vient dire, non, moi j'ai été éduqué comme... Mais on n'est pas éduqué comme on n'est pas éduqué comme un Sénégalais. Oui, je mange du tchèb chez moi. Mais c'est quoi? Après, genre, est-ce que je suis là-bas à 100%?
En vrai, je suis éduqué comme un Français. Mhm. Quand je suis chez moi, je suis éduqué comme un Français. Mhm. Tu vois, même, c'est quoi maintenant éduqué comme un Français avec le nouveau truc. Mhm. Mais en gros, En tout cas, je suis chez moi, ouais. je suis en France, je vais à la pharmacie, je mets ma carte vitale, Mhm. j'ai pas les problématiques qui sont là-bas et tout, etc., Mhm. etc. Donc oui, maintenant, en fait, je veux représenter le pays Mhm. parce que c'est une question de reconnaissance. Parce que je sais qu'au pays, j'aurai une plus grosse reconnaissance que j'en aurai en France. Mhm. Mais est-ce que si, moi je suis que Bodja Massa, mais est-ce que si j'étais Victor Wembanyama maintenant, Mhm. la reconnaissance que lui il peut avoir en France là, Mhm. elle est Ouais, et plus puis, grande que celle que toi, tu tu peux peux avoir avoir au vas-y. Sénégal. Ouais. Tu vois, Mhm. tu peux avoir au Sénégal. Et c'est ce qu'il disait, tu connais, Elhadji Diouf. Mhm. Il dit, ouais, moi, je suis Elhadji Diouf, tout le monde me connaît dans mon pays. Mhm. Alors que Steven Gerrard, on le connaît simplement à Liverpool. Mhm. Mais, parce que c'est Steven Gerrard, tu vois. Et encore, on le connaît en Angleterre et tout, mais parce que c'est Steven Gerrard. Mais Lionel Messi, Mhm. il est connu dans le monde entier. Mhm. Tu vois. Donc, en gros, est-ce que Lionel Messi, s'il était malien, il serait parti jouer avec le Mali? Ah, on sait pas. Mhm. Peut-être que sa reconnaissance, comme il est trop fort, Mhm. bah, il aurait quand même joué pour l'Argentine, tu vois. Ok, non, très bien, très clair. Et du coup, bah, on va parler un peu du Sénégal. Toi, je sais que ça fait peut-être quoi, 3 ans d'affilée que tu vas au Sénégal. Donc là, tu as vraiment au final, cette accroche avec le Sénégal. Et il y a un élément en particulier dont je voudrais te parler. Pourquoi tu rigoles? C'est ça, la question piège, c'est ça le Non, truc piège. c'est pas une question piège. Ah, ok, Franchement, ok. franchement, c'est pas une question piège. Et en fait, donc c'est la maison des esclaves que tu as visité Hmm. à l'île de Gorée. Pourquoi moi j'ai envie de te parler de ça? Moi, j'ai fait un voyage à Zanzibar. Et si tu veux, il y avait l'équivalent en fait, la maison des esclaves. C'est tout simplement une maison où les esclaves étaient, donc quand ils étaient capturés, ils devaient attendre, donc voilà, dans des pièces. Toi, tu avais dit qu'ils étaient 80. Là-bas, je crois qu'ils avaient dit que c'était 50. Mais une toute petite pièce, hein, peut-être Hmm. 7-8 mètres carrés. On jette 50 personnes dedans, etc. Toi, en voyant ça, qu'est-ce que ça te fait déjà? Et qu'est-ce que ça te fait du coup de savoir que donc c'est le pays dans lequel tu vis, dans lequel nous vivons, le pays voilà où on a fait un peu voilà, toute notre vie, etc. Qui est en fait le responsable de tout ça. Hmm. En fait, je sais même pas. En fait, je sais pas quoi répondre. Parce qu'en fait, pour moi, c'est mon tel en plus. Mais pour moi, c'est une dingue. En fait, et je me dis, Mm. c'est impossible. En gros, genre quoi? Genre là, on va prendre. Et pourtant, moi, tu vois, moi, je suis pas un mec qui a grave la sensibilité sur ce genre de choses, tu vois. Ouais. Mais, je me dis, c'est une dingue. Genre là, tu fermes la pièce, là. En gros, tu mets 200 personnes assises les uns sur les autres. En fait, je me dis, c'est pas possible. En fait, je me dis, c'est impossible. Genre, ça a jamais existé. Genre, c'est pas possible, tu vois. Mm. Après, tu dis, c'est pas il y a grave longtemps, hein. Genre, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est il me C'est le semble que 17e Corée. siècle. Ouais, je crois que 17e, 18e c'est siècle. 18e, genre en 1800 et tout, genre des trucs comme ça et tout, tu vois. Ouais. Non, Et l'esclavage, c'est un peu avant. La colonisation, c'est voilà. après. Mais en gros, ça date Mais d'il y a 300 ans, quoi. en gros, ça date pas trop. Ouais. Après, tu sais ce qui se passe, ce qui s'est passé récemment, genre en Mhm. gros, en 1940 et tout, genre, tu vois, il y a encore des trucs, Ouais. tu vois, les trucs de Banania, des trucs comme ça et tout. Mhm. Genre, tu dis, c'est une dinguerie. Mhm. Tu vois, en fait, tu dis, c'est pas possible. Mhm. Et limite, t'en viens à pas y croire, tu vois. Après, je sais qu'il y en a, quand ils vont là-bas, ils pleurent et tout, ça, c'est la sensibilité de chacun. Moi, juste, je me disais, c'est quand même une dinguerie qu'il y a des trucs comme ça. Mhm. Après, je pense pas au fait que. C'est vrai que quand tu vas là-bas, Mhm. il y a un petit côté où, dans ta tête, ça va peut-être paraître trash que je vais dire, mais t'as le seum du blanc. Tu vois ou pas? T'as Mhm. capté t'as ce petit truc, tu dis quoi? Et en fait, eux là, Mhm. c'est un truc de ouf ce qu'ils nous ont fait. Mhm. À tout moment, il se peut que Mhm. on nous refait ça, tu vois. Mhm. Mais après, tu réfléchis bien, tu dis, c'est pas les gens qui sont là Non, maintenant c'est clair, bien sûr. qui ont fait ça. C'est Mhm. pas les gens qui. Genre, c'est pas parce que quelqu'un il va. Parce que il y a être raciste, il y a peut-être faire de la discrimination, Mhm. être raciste, tu peux faire plein de choses. Mais ça, c'est de la traite d'humains. Mhm. Et au-delà de ça, même si c'est pour les Nords, aujourd'hui, tu peux pas prendre un. Aujourd'hui, tu peux pas prendre un enfant, peu importe la couleur de peau qu'il est, et aller le vendre. Mhm. Tu vois. Donc, au-delà de ça, ça les déshumanise. Bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est une dinguerie. C'est tout, en fait. Non, c'est clair, c'est clair. Hmm. Et moi, du coup, si je voulais te parler qu'est-ce que tu penses du devoir de mémoire, du coup, sur cette traite négrière? Parce que, voilà, nous, on est allé à l'école,
Et moi, je me souviens pas qu'on soit rentré vraiment précisément Mm. dans les détails. On a par exemple on a beaucoup parlé voilà, la Shoah, génocide juif, etc. Ce qui est très important parce que c'est encore plus une dinguerie, comme tu dis. Enfin, on va pas faire des comparaisons, Comparaison. mais c'est une dinguerie, tu vois. Mm. Voilà, industrialiser la mort, etc. Le devoir de mémoire, il a été fait. Tu vois, tu vas à Drancy, il y a le mémorial de la Shoah. Donc voilà, en tout cas, c'est des preuves de ce que la France a fait et c'est surtout un témoignage que la France reconnaît ce qu'elle a fait, Mm. reconnaît qu'elle a fait du mal à la communauté juive. Est-ce que tu trouves qu'il y a ça chez les Noirs? Moi, en tout cas, j'ai ma position là-dessus. Je trouve que le devoir de mémoire, il n'est pas énormément fait, dans la mesure où tu n'as pas de mémorial comme tu peux en avoir à Drancy, en tout cas pas à ma connaissance. Et surtout, à l'école, on n'en parle pas. Et même au niveau des films, tu as très peu de choses. Mm. Mm. Tu regardes aux États-Unis, ils ont la série Racine, Kunta Kinte, tu vois, tu la regardes, tout tracé, on t'explique tout, etc. En France, qu'est-ce qu'on a? On a case départ. Non, En après, fait, il y a eu Tirailleurs, là. Tirailleurs, c'est pas pareil. Tirailleurs, ça part de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Moi, je te parle de la Ouais. traite Toi, tu négrière. parles que de la traite Moi, je parle de la négrière. traite Ouais, ok, négrière. Tu d'accord, vois, ouais, ouais. on a Casse Départ. Et Casse Départ, qu'est-ce que ça fait? C'est un film qui prend le sujet, Avec de mais qui en l'humour. rigole. Tu vois, on n'a pas vraiment de sujet qui soit vraiment sérieux, sérieux. Donc toi, Mm. qu'est-ce que t'en penses? Non, il n'y a pas, hein. Franchement, c'est vrai, hein, tu vois. C'est vrai. Après, tu vois, quand tu grandis, tu penses pas à ça. C'est quand tu grandis, Mhm, tu vois. mhm, Nous, on a essayé de lire un peu. mhm, Tu vois, bon, toi, je sais, tu lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai essayé de lire un peu mhm, pour essayer de comprendre. Genre, Cher en ta job. Tu vois, tu lis, t'essaies de t'instruire. Mais après, au bout d'un moment, mhm. tu sais, des fois, quand tu arrives à un certain âge, on, on t'a pas. Il faut on te mette l'information quand t'es petit, tu vois, pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petits, ils savent pas ça. Mm. Il y a plein de petits, ils savent pas que. Genre, moi, j'ai kiffé être à Gorée. Genre, mettre ma story, expliquer aux gens. Même quand j'arrive, en fait. Moi, des fois, je parlais avec mes coéquipiers, mes ricains, je leur dis, mais. Je dis, gros, venez au Sénégal, vous allez voir, il y a ça. Ils me disent, ouah, c'est une. Tu connais comment. En plus, ils sont les ricains, ils des trucs Mhm. comme ça. Ouah, c'est une dinguerie, j'aimerais trop venir et tout. Je dis, bah, oui, vous en rendez même pas compte. En gros, ça se trouve, vos ancêtres, c'était des Sénégalais Mhm. ou. En tout cas, ils sont partis d'ici pour aller là-bas. Mhm. Vous en rendez même pas compte et Mhm. tout. Et en fait, on va pas parler de leur éducation à eux dans leur pays, Mhm. mais ici en France, Mhm. je crois même pas qu'il doit avoir un chapitre sur. On est parti. Si, il doit avoir le commerce triangulaire. Ouais. Ça, je pense il me semble qu'il y Ouais, avait. il y est. Voilà. Commerce triangulaire, bien sûr. Mais c'est bâclé. Mhm. Tu vois, c'est bâclé en Ouais. fait. Mhm. Aujourd'hui, tu vas dans certaines écoles, je pense que ils savent même. Je pense qu'ils doivent même pas savoir qu'en gros, la France, ils colonisaient des pays à l'époque. Ils doivent le savoir, genre comme ça, mais ils doivent pas se dire, ouais, c'était aussi impressionnant. Peut-être que c'est caché par l'éducation, ou peut-être que c'est pas. On sait pas, tu En vois. tout cas, c'est des chapitres qui sont, Mm. qui sont largement survolés. Ouais. Et je pense que voilà, c'est une volonté, mais après, bon, on va pas refaire tout le programme. C'est des décisions, et voilà. En tout cas, comme ça. on espère que que ça va avancer. J'aimerais te parler aussi, du coup, d'un autre de tes traits, c'est le fait que tu sois musulman. Qu'est-ce que c'est qu'être musulman quand on fait du basket? Pourquoi je te demande ça? Chaque année, si T'as on- toujours la même chaque question à année, chaque fois. chaque Là, année, je pose la même quand on question. revient sur le foot, Ramadan, qu'est-ce qu'on fait des Problème. joueurs qui font le Ramadan? Est-ce que ils jouent pas? On a vu par exemple Antoine Comboiré qui disait, moi un joueur qui fait le Ramadan, il joue pas. Hmm. T'as d'autres personnes qui pensent différemment. Ils prennent l'exemple de voilà, Benzema fait le Ramadan, il met des triplés en Ligue des Champions. Qu'est-ce que c'est qu'être musulman quand on fait du basket? Donc comment ça s'organise au niveau des entraînements, des matchs? Qu'est-ce que les coachs disent? Est-ce qu'il y a des pressions sur le fait de le faire ou ne pas le faire? Jusqu'à présent, grâce à Dieu, j'ai pas rencontré des gens qui m'ont mis la pression. Mhm. Tu vois. Maintenant, je pense que, voilà, chacun pratique la religion à sa manière, tu vois. Mhm. Moi, je demande à personne de me suivre. Et on m'a jamais demandé de suivre, tu vois. Moi, pour ma part, Mhm. je sais que les matchs, genre, je peux pas jeûner. Mhm. Tu vois, j'arrive pas. Mhm. En gros, et je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Mhm. Je sais que c'est pas bien, Mhm. mais je le fais pas. Mhm. Tu vois. Maintenant, ça, on le sait. Quand tu voyages, tu peux ne pas jeûner et rattraper tes jours. Ouais. Ça, les gens, ils
ils se disent, genre, t'as l'impression, non, je veux faire le ramadan, tout ça, tout ça. Alors que des fois, on t'a pas demandé de faire plus que. Si on te donne, si on te facilite le. Tu vois, si Dieu te facilite le truc, et je crois, je suis pas sûr, mais je crois que même, c'est recommandé de ne pas. Tu vois, si tu peux, fais-le. Si tu peux pas, va pas t'embêter Ok. à vouloir. Juste sur le voyage, tu vois. Je Ah, parle bien sûr. vraiment du Non, non, bien voyage, sûr. tu vois. C'est comme les prières Mhm. durant les voyages. Mhm. On t'a pas dit, peux on t'a pas dit, tu, raccourcir. tu vas, Ouais, tu peux y raccourcir, bien tu sûr. vois, c'est comme quand, genre, tu pars. De toute façon, tout est pareil, tu vois. Mhm. Les gens, ils veulent toujours en faire plus. Mhm. Ouais, ils vont à la Omra, ils vont faire 10 Omra. Mhm. Personne t'a dit d'aller faire 10 Omra. Tu veux faire plus de Omra que le prophète, il en a fait en une fois. Pourquoi tu vas faire ça, tu vois? Mhm. Mais ça, c'est un autre sujet. Mhm. Mais on te met pas la pression. Mais on te fait gentiment comprendre Mhm. que, attention, Mhm. tu vois, après, ça dépend quel joueur t'es aussi. Parce qu'il faut pas oublier. Mhm. Et c'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit, faut pas oublier. Mhm. Nous, la religion, Mhm. elle est pas faite pour que tu l'imposes aux autres. Du moins, moi, c'est pas ma vision. Mhm. Moi, j'ai pas envie d'imposer ma religion aux gens. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'arriver, t'as dit, je fais le ramadan. En plus, surtout le basket. C'est compliqué le basket, tu vois. Genre, c'est pas comme le foot. Le foot, vous êtes beaucoup. Au basket, on est 10. Une Quand tu poignée. prends. T'as vu, tu prends Bojamassa, Mhm. c'est gros. Tu prends Bojamassa, il faut qu'il performe. Parce que tu le payes beaucoup ou tu le payes pas beaucoup. Mais en tout cas, il faut qu'il performe. Si il performe pas, ça va être compliqué. T'as pas ton latéral gauche pour couvrir le couloir parce que Bodja va pas faire ses courses. Non, c'est un sport d'explosivité. Pour pouvoir être explosif, il faut manger un minimum, il faut truc, tu vois. D'autant plus que, tu sais, cette année, comme je te disais, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. En gros, j'ai eu beaucoup de... Pendant les matchs, en gros, j'avais trop de crampes. Trop de crampes, trop de crampes. En gros, ça veut dire qu'il fallait que je prenne en plus des suppléments parce que il fallait que je fasse attention. Genre, il fallait que la veille de match, par exemple, je mange 500 grammes de noix de cajou, genre bien salé, nanana, nanana. Des suppléments alimentaires. Parce que sinon, le match, genre, je pouvais pas le finir. Je sais pas pourquoi, mais ça m'est arrivé d'un coup, tu vois. Et je pense que les clubs, ils te payent. Et vu qu'ils te payent, ça veut pas dire que tu dois pas faire le ramadan ou changer ta manière d'être, mais vu qu'ils te payent, je pense que ils te mettent un peu la pression. Tu vois, ils vont pas dire ne fais pas le ramadan, mais ils vont dire t'as vu, fais attention à toi. Par contre, les gens, ils font attention. Tu vois, il y a des gens qui font attention. Moi, quand j'étais à Bourg-en-Bresse, les entraînements, le coach, il était en mode, t'as vu, on est 12, par exemple. Bodjan, tu t'entraînes un peu, tu fais ce que tu peux. Si t'es fatigué, tu te mets sur le côté, tu t'assois, tranquille. Mais le match, tu vas tenir ta place. Je sais que le match, par exemple, par contre, voilà, le match, je vais compter sur toi. Tu vois, je sais que tu vas pas jeûner, je vais compter sur toi et tout. Après, il y en a qui arrivent à jeûner pendant les jours de match. Il y en a qui, peut-être, jeûnent un mois complet. Mais, moi, sur moi, je me disais, ouais, je fais comme ça. Comme ça, au moins, je sais que... Parce que c'est dur, en fait. En fait, c'est dur. Parce que t'as dit, si on se parle là aujourd'hui, on doit dire quoi? Ouais, la religion, c'est à 100%. Tu vois, genre, tu dois faire tout, 100%. Parce que normalement, on a peur de Dieu, tu vois. Mais du coup, c'est mieux, j'ai envie de dire, pourquoi on va pas vivre tous en Arabie Saoudite? Dans ces raisons. Tu vois ce que je veux dire? On a qu'à aller tous vivre en Arabie Saoudite, quitter la France. On sait que là-bas, on va tout le temps prier à l'heure. Parce que là, c'est des lois religieuses. Et on fait comme ça. Mais moi, je fais du basket. Aujourd'hui, le basket, c'est pas un sport de musulmans, tu vois. J'ai des amis qui jouaient en Arabie Saoudite. Ils me disaient que, genre, je regardais ces vidéos et tout. À 1h du matin, ils s'entraînent. Moi, je peux aller jouer là-bas. Mais aujourd'hui, là, j'ai pas envie, j'ai pas encore envie d'aller jouer là-bas. Tu vois, je suis pas encore prêt à ça, tu vois. Et du coup, je m'adapte comme ça. Mais on fait quand même attention. Tu vois, il y a des préparateurs physiques qui font attention. Quand j'étais en Espagne, le soir, en déplacement, ils faisaient attention que, le matin, que j'ai à manger le matin quand je me réveille. Mais je pense que c'est le plus gros problème, c'est plus la désinformation. Le manque d'information des clubs. Parce que les clubs, ils ont pas ces informations-là. Genre, en gros, ils vont dire quoi? Et c'est pour ça que j'ai mis je crois qu'on appelle ça un disclaimer, il me semble, avant de parler. J'ai dit que ça me concernait que moi, ce que moi je faisais, et pas les autres. Parce qu'en fait, souvent, ce qui arrive, c'est, ouais, un tel, il fait pas le ramadan, donc toi, en fait, tu dois pas le faire. Ouais. Alors que lui, les gens, ils oublient qu'en fait, la religion, chacun l'a fait à sa manière, genre. Tu vois? À la base, il y a un livre, il y a une ligne de conduite, et chacun fait ce qu'il peut faire. Ça se trouve, même celui qui veut faire, ça se trouve, il est malade, on sait même pas, il fait pas le ramadan. Mais des fois, c'est souvent, lui, il fait le ramadan, il fait pas le ramadan,
pourquoi toi tu le fais? Ou lui, il m'a dit que, ouais, tu peux rattraper, tranquille, etc., etc., etc. Donc, du coup, toi, ça veut dire que ton information, elle perd de sa valeur, tu vois. Et je pense que ce qu'il faudrait faire, j'abuse. Je dirais pas qu'il faut créer un syndicat de joueurs musulmans, mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs musulmans et je pense qu'ils devraient prendre plus la parole pour que justement les jeunes ils soient plus décomplexés et que du coup ça ouvre la porte à ces jeunes-là dans leur centre de formation. Parce que je pense que le centre de formation c'est encore pire. Ouais. Déjà t'es pas payé, t'es pas encore vraiment un actif. Donc je pense que La on se pression, met elle la est encore pression, plus forte. voilà. Elle est Je encore pense que plus la forte. pression elle est encore plus forte, Ok. tu vois. Même si je pense qu'au centre de formation il y a peut-être beaucoup plus de musulmans, du coup, que dans le monde pro. Mais la pression, D'autant plus elle est forte. grave forte, tu Ok, vois. ouais, magnifique, très bien. Dernière question, Bodjan, ça c'est la question classique. Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite? Ou alors je dirais, je vais reformuler, c'est quoi Bodjan Massa qui réussit pour toi? Bodjan Massa qui a réussi. Tu l'envisages comment? Tu le vois comment? Je pense que bah, dans les deux sens, en fait, la réussite ou Bojan Massa qui réussit pour moi, je vais pas dire comme tout le monde, ouais, c'est entre filles, mes proches et tout. Mais c'est que, tu vois, à la fin de ma carrière ou de ma, on va dire, je suis sur mon lit de mort, je sais qu'il me reste 10 heures. Je vais regarder, je vais dire, t'as accompli des choses qu'à la base, tu ne devais pas accomplir, tu vois. T'es allé le plus loin possible dans ce dont, Sur tes capacités. en fonction de tes capacités, t'es allé le plus loin possible. Mhm. Tu t'es donné à 100%. Et, bon, comme je t'ai dit, même si j'allais pas dire, mais t'as rendu fier des personnes qui sont autour de toi, tu vois. Mhm. Maintenant, là, tu peux dire que t'as réussi. C'est-à-dire, tu peux dire que t'as réussi. T'as, peut-être, t'as des enfants qui sourient, tu vois, qui sont heureux, qui peuvent aller le matin, tu leur donnes tous les matins 2 euros pour aller s'acheter le goûter. On n'a pas connu, tu connais. En vrai, tu rigoles, je disais, on n'a pas connu ça. Mon gars. Imagine tous les matins 2 euros. Mm. Ça fait 14 euros. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Mais en vrai de vrai, c'est que dalle, genre. Mhm. Tu vois, Mhm. genre, t'imagines, tu donnes, ça fait quoi, peut-être 14, toi, t'es fort en mode 14 fois Ici, il y a 4, 30 28. jours, ouais, Genre ça fait 28, 56, 60 ouais, euros, voilà, quoi. ça fait ça, 60 euros Ouais. le mois pour ton enfant, pour qu'il aille manger Mhm. tous les matins ou tous les trucs, Mhm. c'est ça, tu vois. Je pense que c'est ça ma réussite. C'est qu'à la fin de ma carrière, je me regarde, je me dis, tout ce que tu as pu accomplir, tu l'as accompli. T'as rendu aussi comment dire, genre t'as inspiré, entre guillemets, indirectement. Voilà, t'as inspiré indirectement des gens. C'est-à-dire que, il y a des gens, ils vont s'identifier à toi, ils vont dire, dans leur tête, ils vont se dire, putain, ouais, vous avez vu, toi tu les connais pas, hein, mais ils vont dire, ouais, son parcours là, c'est un parcours de ouf, tu vois, ou ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf. Donc c'est-à-dire, moi je veux le suivre, ou je vais le contacter, je lui dirai, t'as vu, moi j'ai aimé ce que t'as fait et tout, et là, je vais me dire quoi? Ah, en fait, t'as réussi. Tant que j'ai pas accompli ça, c'est-à-dire faire tout ce que je peux dans le basket, euh, euh, fonder une famille, mettre bien ma famille, ou même au-delà de mettre bien, c'est, tu sais, voir tes enfants qui sourient, etc., tout le temps, tous les jours, vivre bien, tu vois, être heureux, Mhm. heureux, pas forcément avoir de l'argent, parce que ça contribue au bonheur, mais être heureux, tu vois, bah, à ce moment-là, je pourrais me dire, hey, Bojan, t'as réussi ta vie, tu vois. Et tu le vois, de toute façon, quand, imaginons, comment je te parle je sais pas si cette personne a réussi sa vie, tu vois, mais comment je te parle de mon oncle, que souvent quand je vais chez lui, que je suis au Sénégal et tout, genre pour moi c'est comme un exemple. Tu vois, ça veut dire en gros comment il gère sa vie, comment il a géré sa vie. Après, je suis pas au quotidien avec lui, peut-être qu'il a des problèmes de ouf, tu vois, ou peut-être qu'il a des problèmes avec sa famille. Mais en gros, de ce que je vois, genre pour moi c'est un exemple. Et je suis en mode, oui, il faut que, genre limite, j'ai le même parcours parce que pour moi, genre, comment je le vois, genre je le vois en, tu vois, machin, mais je le vois en exemple. En gros, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et si j'ai ça, là, je me dis, ouais, j'ai réussi. Mais ça se trouve, il passe par des galères de fou malade. C'est clair. Donc c'est ça pour moi la réussite, en gros. Magnifique. Ça sera le mot de la fin. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode. Carré. Chaud, hein.